Donc, je vais parler en français. Merci au traducteur. Je vais essayer de ne pas parler trop vite. Et donc, je vais vous parler sur la base d'une étude partenariale menée avec le Centre des travailleurs. Ça va? OK, donc le Centre des travailleurs et travailleuses immigrants de Montréal et l'Association des travailleurs et travailleuses d'agences de placement de personnel également à Montréal. Et donc, c'est une recherche que je n'ai pas menée seule, mais avec toute une équipe. Et dans ce cas-ci, ce dont je vais vous parler, c'est une comparaison avec des entrepôts qui, eux, sont syndiqués. Donc, euh, l'origine de notre projet, c'est évidemment la montée de l'importance du secteur de l'entreposage, de la logistique en Amérique du Nord, partout, mais en particulier dans la région de Montréal, et la nouvelle figure là, du taylorisme numérique représenté par Amazon. Et donc, les militants du Centre des travailleurs, travailleuses immigrants de Montréal voyaient de plus en plus de travailleurs qui venaient d'Amazon, alors qu'auparavant, ils avaient plutôt des gens qui venaient d'entrepôts sous des modes d'organisation plus traditionnels, c'est-à-dire comme ceux de Dollarama, qui est un magasin à bas prix. J'entends un écho, est-ce que c'est correct? OK. Donc, notre objectif, c'était de documenter les profils des travailleurs, de leur situation d'emploi, à travers l'étude de deux cas idéal typiques, c'est-à-dire celui de Dollarama, qui emploie essentiellement des travailleurs d'agence. Il peut y avoir 9 agences qui fournissent des travailleurs au même entrepôt. Et le cas d'Amazon qui a ses établissements dans la région de Montréal. Comprendre les problèmes de santé et de sécurité du travail et leur relation avec les modalités d'organisation, de contrôle et de surveillance des travailleurs, avec l'objectif de contribuer à l'organisation collective des travailleurs. Donc, c'est une recherche partenariale qui a impliqué des professeurs, des étudiants et des militants et des travailleurs qui ont formé un comité aviseur euh, du projet. Donc, les entrepôts d'Amazon et Dollarama, donc, ils sont dans la grande région de Montréal, assez rapprochés les uns des autres. Et comme je le disais, c'est des modèles assez contrastés. Dollarama, comme je le disais, utilise massivement des travailleurs d'agence, mais parfois sur de longues périodes, là. Et puis, donc, il peut y avoir 9 agences qui fournissent des travailleurs juste au même entrepôt, là. Euh, donc, il y a une certaine externalisation de sa responsabilité par Dollarama et c'est un système qui fonctionne sous le système man to good, c'est-à-dire un entrepôt traditionnel comparativement à Amazon, qui, lui, l'entreprise dans ces 6 établissements n'utilise pas de travailleurs d'agence pour la manutention, mais des sous-traitants pour le transport. Et puis, bon, des technologies avancées pour l'organisation du travail et donc plutôt un système là, good to man plutôt que man to good. Donc, les deux modèles sont fondés sur l'idée d'une précarité de l'emploi, mais sous des modalités qui sont différentes. Donc, ce qui est survenu aussi pendant le temps de l'étude, c'est un changement législatif qui a obligé l'implantation de comités de santé et de sécurité du travail dans les entreprises. Et c'est selon une vision tout à fait unitariste, comme si tout allait bien se passer. Puis dans les établissements non syndiqués, c'est un travailleur qui doit appeler à une assemblée pour qu'il y ait un scrutin pour élire les membres représentant les travailleurs dans les comités de santé et sécurité, ce qui apparaît tout à fait irréaliste, là. Et donc, la législation elle-même a une faille là, qui ne prend pas en compte les asymétries de pouvoir et en particulier euh, la précarisation particulière de l'emploi des travailleurs d'agence qui doivent être comptés, mais il n'y a pas de moyen de les représenter comme tels. Donc, une faille réglementaire.
Donc, la question de recherche qui nous intéressait, c'est qu'est-ce qui explique les limites de la citoyenneté effective en matière de santé et sécurité des travailleurs, autant de Dollarama que d'Amazon, comme exemple typique, en comparaison avec ceux d'entreprises syndiquées. Puis, on a regardé une série d'éléments qui, dans le fond, nous viennent d'un modèle qu'on a repris de Eric Tucker, donc, mais en le bonifiant, en l'étirant, je dirais, sous deux angles. Donc, un angle qui parle des droits à la participation représentative et à l'influence des travailleurs sur les conditions de travail et le système de contrôle interne par l'employeur. Et l'autre axe, celui des droits sociaux et de leur contrôle par l'inspectorat. Donc, quand tout ça est faible, on est dans une citoyenneté complètement soumise au marché. On va voir que c'est effectivement ce qui est le cas dans les deux entreprises. Voilà. Donc, la méthodologie, ça a été des questionnaires auprès de 70 travailleurs des deux entreprises au total, des entretiens approfondis et par une demande d'accès à l'information, l'analyse des dossiers de plainte et les rapports d'inspection de la Commission des normes de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail, l'équivalent pour le volet prévention là, de OSHA aux États-Unis. Donc, pour à la fois les 6 établissements de chacune des entreprises, mais aussi des entrepôts syndiqués aux activités le plus possible similaires. Donc, sans surprise, nos répondants sont des hommes, souvent nés à l'extérieur du Canada, appartenant à une minorité visible et surqualifiés pour l'emploi occupé. Euh, la racisation puis le fait d'être né à l'extérieur du Canada est moins présente chez Amazon, mais dans les deux cas, on peut parler de précarité du statut migratoire, de racisation et aussi, je dirais, de stéréotypes de genre qui font que j'ai des jobs difficiles. C'est chez Dollarama, c'est très manutention de charges lourdes, puis c'est normalisé, naturalisé. Alors, effectivement, il y a des risques importants pour la santé et sécurité. J'en fais juste un portrait très rapide. Donc, nos répondants disent qu'effectivement, le risque de subir un accident ou de se blesser au travail sont très élevés. Les pourcentages sont moins élevés chez Amazon, mais là, ils restent tout à fait significatifs. Les répondants considèrent que leur état de santé s'est détérioré depuis qu'ils travaillent soit chez Dollarama, soit chez Amazon. Là encore, c'est aussi quand même important chez Amazon et qui considèrent aussi que c'est juste une question de temps avant qu'ils se blessent ou qu'ils soient trop fatigués puis qu'ils doivent soit s'absenter, soit quitter dans les deux cas. Donc, vraiment des machines à user les travailleurs et à les rejeter quand ils sont trop usés. Alors, premier axe, là, pour expliquer ce résultat d'un manque de citoyenneté au travail, qu'est-ce qu'est l'état de santé détérioré, c'est celui de l'influence des travailleurs sur les conditions de santé et sécurité. La première chose, c'est l'influence individuelle des travailleurs qui, vous ne serez pas étonnés, est très limitée. Là. Donc, ils sont contrôlés soit par les quotas imposés directement par les superviseurs chez Dollarama qui vont leur dire tu dois faire 14 palettes par jour. Puis on peut perdre son emploi si on n'arrive pas à maintenir ce rythme-là. Puis chez Amazon, le contrôle algorithmique par les données générées en temps réel par des dispositifs électroniques. Et puis nos répondants vivent ces quotas comme pénibles. Chez Dollarama, on parle beaucoup de harcèlement par les superviseurs et les gens ne se sentent pas libres de rapporter à leurs superviseurs les problèmes de santé et sécurité. En termes d'influence collective, sans surprise, ils ont beaucoup de difficultés à échanger entre eux, se parler simplement. Chez Dollarama, les superviseurs peuvent leur dire de ne pas se parler et ils peuvent craindre des répercussions étant donné leur statut. Et chez Amazon, soit ils sont loin physiquement, soit la cadence est tellement élevée ou les pauses trop courtes, ça a été dit par Steve tout à l'heure, difficulté d'échanger. Puis quant aux possibilités de syndicalisation, ben, le stratagème utilisé par Dollarama de n'employer que des travailleurs d'agence fait en sorte que c'est quasi impossible de se syndiquer, l'employeur étant l'agence, puis le lien d'emploi étant assez facile à couper. Bon, chez Amazon, on a connu une campagne réussie à l'entrepôt de Laval, mais les capacités d'influence collective, elles sont bien difficiles. Dont le maintien dans un statut précaire avec les white badges et avec le fort roulement.
Donc, si on regarde maintenant qu'est-ce que permettrait supposément la loi par la création de comités de santé et sécurité du travail, pour ce qui est d'Amazon, durant la période où cette obligation légale a été en vigueur, donc depuis avril 2022, il y a seulement 1 sur 6 des établissements de Dollarama qui a été visité par des inspecteurs de la CNESST. Et on est passé très vite dans ce rapport-là en disant il y a un comité de santé et sécurité, il se réunit toutes les semaines, il est composé de représentants de chacune des agences et de membres du personnel de l'établissement, ce qui est extrêmement flou. Et donc, des représentants du personnel des agences, c'est fort probablement des superviseurs qui travaillent pour l'agence. Puis donc, la représentation effective des travailleurs est complètement évitée là, par le recours à des agences de placement. Quant à Amazon, c'est un mécanisme différent. Donc, on a eu des rapports pour 5 des 6 entrepôts visités. La, la question des comités est traitée, parfois très rapidement, d'autres fois plus en profondeur dans ces rapports-là. Il y a eu des plaintes de travailleurs par rapport à la manière dont Amazon avait constitué ou pas constitué les comités. Puis, en fait, la question de la représentation indépendante, de la tenue d'une assemblée, d'un scrutin est très souvent problématique, mais dans les actions de l'inspectorat, selon les rapports, on transmet de l'information, mais on n'impose pas le respect de toutes les dispositions réglementaires qui pourraient assurer une représentation indépendante et il n'y a aucun avis de correction jusqu'à cette date-là où on avait les rapports qui a été donné. Donc, sans pour autant que la représentation soit conforme à ce qui était visé par la réglementation. Donc, ce qui nous fait dire qu'Amazon, dans ce cas-là, réussit à détourner là, les obligations. Et puis, les orientations prises par l'agence d'inspection sont plutôt d'être dans le convaincre, le soutenir que le contraindre, c'est les instructions qui ont été données aux inspecteurs. Donc, un déficit de mise en application. Je regarde le deuxième axe, qui est donc mon axe horizontal, là, qui est les droits comme tels en santé et sécurité et leur contrôle par l'inspectorat, les droits sur les conditions substantives de travail. Donc, on s'est intéressé à savoir si les travailleurs utilisaient la possibilité de signaler une situation dangereuse aux inspecteurs. Et ce qu'on a constaté, c'est que dans les entrepôts syndiqués, il y a 2 à 8 fois plus de plaintes par année par entrepôt que dans les entrepôts de Dollarama où il y en a très peu. Et, et dans les entrepôts d'Amazon, il y en a eu vraiment plus, ce qui peut être lié aux campagnes de syndicalisation, mais toujours quand même moins que dans les entrepôts syndiqués. Donc, on peut se demander si les travailleurs connaissent leurs droits, craignent de les utiliser et ou ont eu des expériences négatives là, par le passé. Ensuite, on a regardé ce qui arrive aux plaintes. Donc, en fait, on a constaté que ce qui est favorable, la CNESST inspecte plus souvent à la suite d'une plainte dans les établissements non syndiqués, Dollarama et Amazon, que dans les établissements syndiqués où elle ne va pas répondre à toutes les plaintes, disant que il faut que ce soit discuté au comité de santé et sécurité. Par contre, une fois que les inspecteurs vont dans les établissements, il y a moins d'avis de correction, donc d'obligations substantives données aux employeurs dans les établissements non syndiqués, Dollarama et Amazon, que dans les entrepôts syndiqués. Donc, il y a plus d'inspections en proportion à la suite de plaintes, mais il n'y a pas nécessairement de changement qui s'ensuit. Puis donc, quand on a documenté l'issue des plaintes, ben, on a vu qu'il y avait très, très peu de changements qui étaient apportés. Alors, ce qu'on voit, c'est des risques que les inspecteurs repèrent qui n'avaient pas été l'objet de plaintes et puis qui sont traités, donc des enjeux de sécurité des machines, par exemple. Mais même s'ils sont mentionnés dans les plaintes, les risques de troubles musculo-squelettiques liés à la répétitivité des mouvements, par exemple, et les risques liés à la pression à la production puis au quota ne sont pas visés dans les avis de correction, même quand ils étaient dans les plaintes. Pourtant, ces risques ont déjà été traités.
au moins partiellement, dans d'autres établissements, des entrepôts syndiqués, là, on a des données plus historiques là, par rapport à ça. Donc, beaucoup d'obstacles pour que, même si on réussit à faire une plainte, il y a quelque chose qui se passe au bout du compte. Puis l'explication qu'on pense à cette situation-là, c'est que dans les entrepôts non syndiqués comme ceux d'Amazon et Dollarama, les vérifications des inspecteurs vont moins en profondeur, les sources d'informations sont moins variées, c'est ce qu'on observe concrètement là, dans les rapports, et le nombre de visites pour chaque dossier est moins important. On suppose qu'il y a moins d'interaction de l'inspecteur ou de l'inspectrice avec des travailleurs et des travailleuses quand l'établissement n'est pas syndiqué. Alors, pour terminer, on a vu deux modèles, celui nouveau, entre guillemets, d'Amazon et le modèle plus traditionnel de Dollarama, qui ont clairement un même objectif, là, une extraction maximale de la force de travail et une externalisation des conséquences sur la santé et la sécurité. Chez Amazon, il y a un roulement élevé, puis tout le système de AmCare qui fait que les accidents ne sont pas nécessairement déclarés à la CNESST, pas nécessairement donc indemnisés par le système, l'assurance obligatoire publique, là. Euh, les moyens diffèrent, donc la précarité de l'emploi existe dans les deux cas, mais par des moyens différents. Elle est plus grande pour les travailleurs d'agence. On voit que la précarité du statut migratoire, j'en ai pas parlé ici, ça va être traité par ma collègue Martine Damour demain à 8h30. C'est aussi un des moyens de cette extraction maximale de la force de travail. On a parlé de défaillance réglementaire, peut parler de déficit de mise en application, puis dans ce sens-là, on peut dire que nos résultats convergent avec ceux de David Weil, qui concluait en comparant la situation d'entreprise syndiquée et non syndiquée au moment d'une obligation, je crois que c'est en Oregon, de mettre en place des comités de santé et sécurité, que les comités de santé et sécurité n'étaient pas des substituts aux syndicats, mais étaient plutôt des suppléments éventuels. Donc, évidemment, on conclut que la citoyenneté en santé et sécurité est très limitée. On observe une dégradation de la santé, on observe des accidents qui ont des coûts individuels, qui ont des coûts pour les proches, qui ont des coûts sociaux. Mais heureusement, bon, on a vu, bon, un cas victorieux pour l'instant, mais il n'y a pas de première convention là, de syndicalisation. Et puis, ce qui est intéressant, on peut dire, c'est que l'organisation du travail et ses effets sur la santé et la sécurité ont été un des vecteurs de la mobilisation dans cet entrepôt-là. Voilà. Alors, merci.